parti pour cette séance des questions d'actualité. Observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Il est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle, notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif, et peut-être un peu plus que autrefois, parce que nous avons 17 questions, au respect du temps et bien sûr au respect des uns et des autres. La parole est à notre collègue Didier Rambaud pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que des discussions ont été ouvertes entre le Québécois Couche-Tard et le groupe Carrefour en vue d'une fusion, vous avez mis fin à cette tentative de rapprochement au nom de la sécurité alimentaire de notre pays. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce retour du politique dans le domaine commercial. Vous avez su le rappeler, en temps de crise, l'État a plus que jamais son mot à dire dans les interventions d'investisseurs étrangers, surtout lorsqu'il s'agit du premier employeur privé de France. C'est le sens de la disposition que nous avons adoptée dans la loi Pacte qui a modernisé le dispositif de contrôle des investissements directs étrangers dans les secteurs stratégiques. Au fond, de quoi est-il question ici? D'un groupe de plus de 364 000 salariés, ce qui est en fait, j'insiste sur ce point, le premier employeur privé français. Et ce groupe était en passe d'être racheté par un géant canadien de la grande distribution qui réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires dans les carburants. Carrefour, c'est une entreprise qui rayonne, une entreprise qui s'est installée sur tous les continents et dont les dernières performances économiques sont prometteuses, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Autant dire, Monsieur le Ministre, que ce rachat ne va pas de soi. Il n'est d'ailleurs possible que pour une seule raison. Depuis la crise de 2008, les indices boursiers ont doublé outre-Atlantique, tandis que les indices européens sont bien restés en deçà de leur niveau d'avant la crise. C'est donc bien une extraordinaire bulle financière qui permet à Couche-Tard d'envisager une telle opération alors que son activité réelle reste inférieure à celle du géant français. Pour toutes ces raisons, nous soutenons cette décision courageuse. Mais certaines questions restent en suspens, notamment le développement de l'e-commerce que Carrefour devra désormais financer seul. Et que dire de l'image de la France qui doit rester une terre d'investissement et une nation attractive? C'est tout l'engagement du président de la République et de la majorité présidentielle. Aussi, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser les raisons qui vous ont conduit à prendre cette décision courageuse et rassurer les investisseurs étrangers sur la position de la France et son attractivité? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et de la relance, Monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rambaud, je pense que vous avez parfaitement résumé les choses. De quoi s'agit-il? Une grande entreprise étrangère veut racheter le premier employeur privé de France, Carrefour. Si certains ici veulent laisser la liberté à une grande entreprise étrangère de racheter sans coup férir le premier employeur privé de France, garant de la sécurité alimentaire de notre pays, qui représente 20% de la distribution alimentaire de notre pays, grand bien leur face, mais je pense que la responsabilité de l'État, c'est de garantir la sécurité alimentaire des Français et de les protéger en matière de sécurité d'approvisionnement. C'est ce que nous avons fait. Et si c'était à refaire, nous reprendrions exactement la même décision, qui, je le rappelle, est conforme au texte de loi que vous avez voté, puisque nous avons prévu, au titre des décrets sur les investissements étrangers en France, de contrôler les investissements sur la distribution alimentaire. Et le règlement européen prévoit exactement la même chose. Il établit de manière très claire que la distribution alimentaire est un enjeu absolument stratégique. Il l'est encore plus au lendemain d'une pandémie qui nous a appris une chose. C'est qu'il peut arriver que des biens agricoles, que des produits agricoles ne puissent plus circuler en raison d'une pandémie. Donc notre responsabilité, c'est de garantir la sécurité alimentaire des Français d'un bout à l'autre de la chaîne, de la production agricole jusqu'à la distribution alimentaire, en passant par la transformation dans l'industrie agroalimentaire qui fait notre fierté. Est-ce que ça remet en cause l'attractivité de notre pays? Mais tous ceux qui nous donnent des leçons feraient plutôt bien d'être fiers de voir que la France est devenue, sous l'autorité du président de la République et en raison des décisions qui ont été prises par le gouvernement et la majorité, la première terre d'investissement étranger en Europe.
Nous sommes le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe et nous le resterons car nous maintiendrons la même politique de soutien aux entreprises et d'ouverture aux investissements étrangers. Monsieur Rambaud. La parole est maintenant de notre collègue Martine Filleul pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, ici même, excédé, vous nous disiez qu'il ne fallait pas revenir chaque semaine sur des questions portant sur l'organisation de la vaccination. Pourtant, il y a matière. Je m'appuie sur mon histoire personnelle qui doit être celle pourtant de nombreux Français. Ma mère, 97 ans, a intégré un EHPAD privé faute de place dans un EHPAD public. Lors d'une des rares visites que j'ai pu lui rendre vendredi, j'ai enfin appris que la vaccination y débuterait en février. Alors que dans l'établissement voisin public, celui-là, la vaccination avait commencé début janvier. Comment expliquez-vous l'existence de deux flux différents de livraison de vaccins d'un EHPAD privé à un EHPAD public avec plus d'un mois de différence? Comment expliquez-vous qu'une personne de 82 ans ait patienté 5 heures au téléphone avant d'avoir un rendez-vous seulement le 8 mars? Comment expliquez-vous, Monsieur le Premier ministre, que nous soyons classés 25e sur 27 au niveau européen pour notre efficacité vaccinale, alors que nous avons tous eu le même nombre de vaccins au même moment? À quoi nous sert McKinsey? Je suis en colère, Monsieur le Premier ministre, mais j'ai surtout peur. Peur pour ma mère, peur pour les résidents des EHPAD, peur pour ces personnes âgées dites prioritaires. Alors je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à cette situation? Comment allez-vous mettre fin à ces aberrations? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Monsieur Adrien Taquet. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Sans contredire évidemment le Premier ministre, il y a un intérêt à évoquer ces sujets-là toutes les semaines en toute transparence, comme nous le faisons depuis le premier jour de l'élaboration de la stratégie vaccinale et que nous partageons autant que nécessaire les décisions que prend le gouvernement. Mais effectivement qui nécessite de planifier les choses et de ne pas tout faire dans la précipitation. Alors vous me donnez l'occasion là de faire un point devant la représentation nationale sur l'évolution, sur l'état de la stratégie vaccinale. Vous dire que nous en sommes aujourd'hui à plus de 585 000 de nos concitoyens qui ont été vaccinés. Hier, nous avons vacciné près de 100 000 personnes. Si vous comptez bien, évidemment le chiffre... L'objectif qu'avait fixé le Premier ministre de mémoire d'atteindre 1 million de personnes vaccinées d'ici la fin du mois sera effectivement atteint et probablement quelques jours même avant cela. L'objectif sera de 2,4 millions de personnes vaccinées d'ici fin février et même peut-être 4 millions de personnes si AstraZeneca est validé. Et vous allez voir, progressivement, au rythme qui est le nôtre, nous allons rejoindre le concert des pays européens en la matière. Vous le savez, elle dépend néanmoins, cette stratégie de vaccination, de l'afflux, du nombre de doses dont nous disposons. Aujourd'hui, ou plutôt au 17 janvier, nous avaient été livrées 1,6 million de doses. 315 000 doses supplémentaires vont nous être livrées dans les prochains jours. Et il y a, mesdames et messieurs, il n'y a pas de stock caché. Il n'y a pas de stock caché. Les stocks sont dans les centres. Il y a un stock national de 8 000 doses. Tous les autres vaccins sont dans les centres pivots, dans les centres de vaccination et en pleine collaboration avec les élus locaux, avec les ARS, avec les préfets. Les acteurs de terrain sont au courant au préalable du nombre de doses dont ils disposent et du nombre de concitoyens qu'ils vont pouvoir vacciner. Le président de la République a d'ailleurs demandé au gouvernement et au ministre de la Solidarité et de la Santé, je conclus Monsieur le Président, à ce que soit régulièrement publié sur Internet le nombre de doses par région, par département et par centre, en toute transparence, comme le fait le gouvernement depuis le début de cette crise. Madame Filleul.
Oui, merci Monsieur le ministre de votre réponse et de votre attention. Cependant, aujourd'hui, seuls 10% des résidents d'EHPAD sont vaccinés. Il est temps de sortir du mensonge, de dire la vérité aux Français. Nous ne sommes pas prêts. La parole est maintenant à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez lancé lundi une expérimentation appelée Territoires éducatifs ruraux. Adaptation aux zones rurales des cités éducatives mises en place depuis plus d'un an dans 80 quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a en effet beaucoup parlé ces dernières années de l'éducation prioritaire dans les quartiers, en oubliant trop souvent que de fortes inégalités persistent aussi dans nos territoires ruraux, qui rassemblent pourtant 20% des élèves et 34% des écoles. L'objectif de cette expérimentation est précisément de lutter contre les inégalités territoriales et sociales en matière d'éducation, notamment pour que chaque jeune ait la possibilité de poursuivre des études, quel que soit son lieu d'habitation. Car il y a beaucoup à faire. Les jeunes ruraux sont 23% à ne pas poursuivre d'études supérieures, contre 15% en moyenne nationale, alors que leurs résultats sont bons, y compris au baccalauréat. Il est donc indispensable de soutenir l'ambition scolaire et universitaire des jeunes ruraux, en levant certaines difficultés spécifiques au territoire et en luttant contre l'autocensure. Les territoires éducatifs ruraux visent des territoires en situation d'isolement géographique, de déclin démographique ou industriel, en rassemblant toutes les parties prenantes, dont les collectivités locales. L'idée est de créer un véritable écosystème autour des jeunes pour renforcer leur accompagnement éducatif, encourager leur ambition et faciliter leur mobilité. Cet écosystème doit se créer autour d'un bassin de vie, au-delà de l'organisation administrative de l'État et de nos collectivités. Les problématiques spécifiques de ces territoires appellent en effet des réponses spécifiques, cohérentes et construites avec les élus, qui connaissent mieux que personne les besoins et les réalités locales. Il est aussi un vecteur de rayonnement et peut-être un début de réponse aux difficultés de recrutement dans certains secteurs comme la santé. En soutenant des jeunes du territoire jusqu'à l'obtention de leur diplôme, on donne une chance supplémentaire au monde rural de multiplier ces jeunes talents. Pouvez-vous donc préciser, Monsieur le ministre, comment ce dispositif expérimental pourra s'appuyer sur les collectivités territoriales? Quel sera concrètement l'accompagnement de votre ministère pour qu'au-delà de la phase de test de 6 mois, les territoires éducatifs ruraux permettent une meilleure équité dans la poursuite des études? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monsieur Blanquer. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Gold. Le sujet est extrêmement important. Je sais à quel point le Sénat y est sensible. Et la question de la revitalisation rurale en général et de la revitalisation par l'école est essentielle pour créer de l'attractivité et pour créer de la force. Vous l'avez dit, et il faut le dire avec force, l'école rurale, l'école primaire rurale fait réussir. Les enfants des écoles primaires rurales réussissent en moyenne plus que les écoles primaires en général. Et donc, il y a un modèle de l'école primaire rurale qu'il faut promouvoir. En la matière, il y a ce que nous avons déjà fait et ce que nous ferons. Très rapidement, ce que nous avons déjà fait, c'est notamment avoir donné l'engagement à la rentrée dernière de ne fermer aucune école rurale sans l'accord du maire et auparavant aucune classe sans l'accord du maire. C'est très important de continuer à être dans cette logique-là parce que nous devons soutenir. Mais pour cela, il faut avoir aussi une logique qualitative. Dans la lignée de plusieurs rapports que j'ai demandés, notamment celui de Salomé Berriou sur la ruralité et les jeunes, mais aussi le rapport dit Azéma Mathieu, la nouvelle secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, a fait un remarquable travail. Nous l'avons fait ensemble avec 3 académies, l'Académie de Normandie, l'Académie d'Amiens et l'Académie de Nancy-Metz. Mais comme vous l'avez dit, c'est expérimental, donc plus tard ce sera dans d'autres académies, pour avoir une logique de réussite des élèves qui permet d'articuler toutes nos politiques publiques au bénéfice des écoles rurales. Le dédoublement parfois des classes, les cordées de la réussite, les internats d'excellence, et plus généralement une logique de mentorat pour nos élèves pour les amener à toutes sortes de carrières. Donc la notion d'ambition est clé et elle est derrière les territoires éducatifs ruraux. Et ce qui est clé aussi, et vous l'avez dit, c'est le partenariat avec les collectivités locales. Chaque territoire éducatif rural sera un cas particulier avec un accord entre la collectivité et l'État pour ensemble porter une ambition éducative. Dans la lignée de ce que nous avons fait avec plusieurs d'entre vous pour avoir des stratégies départementales pour l'école rurale, eh bien nous continuons, c'est une étape supplémentaire, mais elle est très importante parce qu'elle consacre l'idée, comme vous l'avez dit, que l'éducation prioritaire,
C'est pour la ville, mais c'est aussi pour la campagne, et c'est tout simplement pour tous les enfants français qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant notre collègue Ronan Dantec pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Industrie. Madame la ministre, Sanofi vient de confirmer la suppression de 400 postes dans ses services de recherche et développement en France. Cette annonce suscite un réel émoi tant elle apparaît en total décalage avec le contexte économique et social actuel et la volonté clamée par tous d'une société plus autonome et résiliente. Une petite série de questions, Madame la ministre. Première question. Pensez-vous rationnel scientifique médicale alors que nous sommes tous convaincus qu'il nous faut renforcer l'autonomie européenne en matière de production de médicaments? Deuxième question. Pensez-vous raisonnable qu'une entreprise européenne bénéficiant d'aides publiques très importantes et de commandes publiques massives puisse ainsi, pour reprendre les propos de Mme Borne, ministre du Travail, remettre aujourd'hui des centaines de salariés sur le marché de l'emploi? Troisième question. Pensez-vous acceptable, alors que les Français sont terriblement inquiets pour leur propre avenir économique, mais ont aussi montré une forte capacité de cohésion en appliquant les consignes sanitaires, qu'une entreprise de cette importance puisse passer un message aussi brutal en assumant d'augmenter ses dividendes tout en réduisant son nombre de salariés? En imaginant que vous ayez répondu non à ces trois questions de ce petit QCM, ma dernière question, Madame la ministre, sera donc fort simple. Comment prévoyez-vous d'intervenir pour que Sanofi revienne sur sa décision et comprenne qu'elle ne peut aujourd'hui faire preuve d'une telle indécence? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre déléguée de l'Industrie, chargée de l'Industrie, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dantec. Je vais d'abord vous dire que ce n'est pas une décision qui vient d'être prise, c'est une information que nous avons déjà partagée sur ces bancs et auquel je vous avais répondu, je crois, au mois de juin, concernant l'entreprise Sanofi, qui effectivement recentre une partie de ces sites de R&D sur ces trois verticales d'excellence, et notamment celle des vaccins. Et je veux vous dire, comme nous l'avions dit à cette époque, nous serons extrêmement vigilants à trois choses, dans le sens de votre question et de votre attente, c'est-à-dire faire en sorte de réindustrialiser la France, de remettre des capacités de production en France et de renforcer notre excellence en matière de santé au niveau de la France et au niveau européen. Et donc, nous avons demandé à Sanofi, ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, trois choses. La première chose, c'est qu'il n'y ait aucun départ contraint, que ce ne soit qu'un des départs volontaires. Et je l'affirme ici, c'est l'engagement qu'a pris le patron de Sanofi. La deuxième chose, c'est qu'ils augmentent leurs dépenses de R&D chaque année et ils se sont engagés à investir 2 milliards d'euros chaque année en R&D. La troisième chose, c'est qu'ils réimplantent des sites de production. C'est ce qu'ils vont faire avec un site de production de vaccins évolutifs dont on voit qu'il aurait été très utile dans les circonstances présentes. Mais je le rappelle, entre 2005, la production de produits pharmaceutiques en France a été divisée par 2, précisément parce que nous n'avons pas eu la politique d'attractivité des investisseurs étrangers et français, et nous n'avons pas fait ce travail que nous avons entamé avec le président de la République, le Premier ministre et, comme l'indiquait tout à l'heure Bruno Le Maire, pour réattirer et renforcer nos sites de production. Donc oui, monsieur le sénateur, je veux vous rassurer ici, nous mettrons toutes nos forces dans la bataille pour réindustrialiser la France et faire du secteur de... Monsieur Dantec. Je suis là. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron au mois de juin. Nous pouvions donc penser innocemment à l'époque que c'était justement pour y remédier, et notamment dans le domaine du diabète, où sont les suppressions d'emplois qui ne sont pas liées du tout à la stratégie vaccinale. En fait, c'était tout simplement pour s'y résigner. Merci. La parole est maintenant de notre collègue Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'Office national des forêts rassemble 9000 agents, gère 6 millions d'hectares, dont 3 millions d'hectares de forêts communales.
Il réalise plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et représente 40% du bois produit en France. Mais force est de constater que cet établissement rencontre des difficultés croissantes, et ce depuis de nombreuses années. Tout d'abord financière, en effet, l'ONF est structurellement déficitaire pour atteindre cette année 79 millions d'euros de déficit. Alors que son chiffre d'affaires est en baisse cette année de 45 millions d'euros, le dernier conseil d'administration a été contraint donc de relever le plafond d'endettement à 550 millions d'euros. Ce n'est bien évidemment aucunement une solution, mais plutôt une fuite en avant qui ne fera qu'accentuer les difficultés à venir. L'ONF traverse une crise sociale avec la réduction des effectifs sur le terrain. Il traverse aussi une crise existentielle. Il est aujourd'hui confronté à de nombreux défis qui lui sont donnés et parfois contradictoires, et une dispersion de ses missions. Plus de 300 rapports en 30 ans qui sont souvent restés sans suite. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus différer un vrai débat pour entreprendre une réforme profonde de l'ONF sur ses missions, sur son organisation, sur son financement, mais aussi sur sa gouvernance et son ancrage territorial, en y renforçant le rôle des collectivités territoriales. De véritables choix stratégiques sont donc à faire au plus vite, et c'est bien un nouveau modèle économique qu'il nous faut bâtir pour l'ONF. Monsieur le ministre, aujourd'hui il est urgent d'agir. Que comptez-vous mettre en œuvre pour assurer la pérennité de l'ONF mais également, et en particulier les forêts communales et les communes forestières sont au cœur du défi climatique et sanitaire. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Denormandie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices, Monsieur le sénateur Menonville. D'abord, je voudrais vous redire le grand attachement du gouvernement, mais je crois de beaucoup de Français, à l'ONF. L'ONF est un organisme qui est salué à l'international. L'ONF est un organisme de grande expertise et l'ONF est un organisme qu'il nous faut soutenir. Et je voudrais vraiment le redire solennellement, nous sommes aux côtés de l'ONF et des agents. Alors c'est vrai que l'ONF aujourd'hui rencontre un certain nombre de défis. D'abord le défi de la forêt française que vous connaissez si bien sur les rangs de cette haute assemblée. Un défi vis-à-vis du changement climatique, un défi vis-à-vis de certaines maladies comme les scolites dont nous avons tant et tant parlé ici dans l'hémicycle. Et puis un défi financier, vous l'avez très bien dit dans votre question, un défi financier qu'il nous faut affronter de face en tirant profit de l'ensemble des travaux d'expertise qui ont été menés et que vous avez rappelés. Et 3 éléments de réponse vis-à-vis de cela, monsieur le sénateur. Le premier, c'est qu'il faut être aux côtés de l'ONF pour donner le cap, le sens, et je crois que le sens d'une politique forestière aujourd'hui est essentiel. Une forêt, ça se préserve et ça se cultive, les deux à la fois. Il faut apporter un soutien également financier, et dans le cadre des crédits budgétaires, nous avons augmenté de 10 millions d'euros. Mais également le plan de relance, 200 millions d'euros pour la forêt, c'était quelque chose attendu depuis de nombreuses années, que beaucoup de rapports avaient mis en avant, et ce plan de relance marche très bien. Et puis enfin, il va nous falloir finaliser un contrat entre l'État et l'ONF, mais également entre l'ONF et les communes forestières, car je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que l'ONF gère également les communes forestières et que les communes forestières ont toute leur place à jouer. L'une de mes premières décisions en tant que ministre a d'ailleurs été de laisser les communes forestières à la gouvernance de l'ONF, alors qu'il y avait des projets de les enlever. Voilà, monsieur le sénateur, la feuille de route qui est la mienne et que je suivrai avec attention en lien avec cette haute assemblée. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à madame la présidente Sophie Primas pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous interroge comme sénatrice des Yvelines au nom de tous mes collègues ici présents et surtout des maires de France qui nous appellent désemparés. Monsieur le Premier ministre, les maires veulent vous comprendre, mais ils ne vous comprennent plus. Ils veulent vous aider, mais ils n'y arrivent plus. Avec volontarisme, ils ont pris en charge l'organisation territoriale de la campagne vaccinale, avec souvent des préfets et des agences départementales de l'ARS dévoués, avec les hôpitaux et les ressources médicales locales mobilisées. Ils sont prêts, avec engagement, authenticité et, monsieur le Premier ministre, sans arrière-pensée politique. Non seulement les maires ont le doigt sur la couture du pantalon, mais ils ont aussi le porte-monnaie ouvert. Ils financent les installations matérielles, les agents qui accueillent le public et assurent la sécurité, les permanences pour les rendez-vous, les annulations aussi, les listes d'attente.
le transport des personnes vulnérables et même, monsieur le Premier ministre, le coût des aiguilles et des seringues, puisque celles-ci nous arrivent non conformes. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui affrontent en première ligne le résultat de votre désorganisation. Le mécontentement, l'incompréhension de nos concitoyens, leur détresse et bientôt leur colère. Un appel par minute au cabinet de Mme le maire de Rambouillet depuis lundi matin. Alors pourquoi, alors que nous connaissons les commandes et les conditions de transport et d'utilisation de ce vaccin depuis au moins début décembre, la logistique n'a-t-elle pas été anticipée? Vous n'avez tiré aucun enseignement des dysfonctionnements de la première vague. Comment expliquer que des centres qui devaient ouvrir la semaine prochaine resteront fermés malgré vos promesses d'accélération? Comment expliquer que les maires n'aient aucune visibilité sur les rendez-vous à plus de 2 jours et donc pas de rendez-vous non plus pour la 2e injection? Tout cela rend le pays épidermique, monsieur le Premier ministre. Alors comment et quand allez-vous enfin reprendre les choses en main? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs sénateurs, Madame la sénatrice, sans arrière-pensée politique de ma part non plus, vous l'imaginez bien, je veux dire quelque chose qui va vous faire plaisir, je pense. Nous sommes convaincus ici au gouvernement qu'effectivement la campagne de vaccination se fera main dans la main avec les maires. Et depuis la fin décembre, par l'intermédiaire notamment des cellules départementales de vaccination, nous avons demandé aux maires de proposer des lieux adaptés à l'ouverture de centres vaccinaux et de prendre attache auprès des personnes vulnérables concernées par la nouvelle étape de vaccination qui a débuté lundi auprès de nos concitoyens de plus de 75 ans. Je tiens ici à remercier les maires d'avoir contribué par leur expertise à la création et à l'ouverture de plus de 800 centres à ces jours. Et nous savons pouvoir leur faire confiance, comme vous l'avez rappelé. Leur rôle sera central, notamment dans le transport des personnes vulnérables vers ces centres. Et c'est quelque chose qui a été réaffirmé encore récemment par le ministre des Solidarités et de la Santé auprès du président de l'Association des maires de France. Depuis le démarrage de la campagne, les maires, les préfets, les ARS connaissent le nombre de doses disponibles, savent précisément le nombre de doses disponibles. À eux de ne pas ouvrir davantage de centres que le nombre de centres que nous leur avons demandé d'ouvrir. À eux, autorités locales, de ne pas ouvrir davantage de créneaux que le nombre de doses disponibles permettent de vacciner. Et quand j'entends, Madame la sénatrice, la présidente d'une région française dont dépend le département dont vous êtes la sénatrice, dire que les collectivités doivent prendre en charge les seringues et les aiguilles, pour filer la métaphore de mon collègue du gouvernement Gabriel Attal, si au moment du débarquement, Valérie Pécresse était en charge des stocks, je pense effectivement que les militaires auraient débarqué la fleur au fusil, mais sans munitions dans leurs barillet. Madame Prima, pour quelques secondes. Ah, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je suis outré par vos propos. Renvoyer la responsabilité aux maires, ce n'est pas digne de cet hémicycle où nous sommes les représentants des maires. Nous ne connaissons pas les doses de vaccins. Ceci est un mensonge. Et vous avez beau le répéter, ce mantra, c'est un mensonge. La parole... La parole est à notre collègue Stéphane Demilly pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'économie, les conséquences de la crise sanitaire sont dramatiques pour le monde économique et spécifiquement pour l'industrie aéronautique. La chute du trafic aérien, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, a mis en péril les compagnies aériennes et par effet domino toute la filière de construction d'avions. Boeing a annoncé 30 000 suppressions d'emplois, Airbus 15 000, dont 5 000 en France, pour faire face à la baisse de près de 40% de ses commandes. Traduction concrète, des bassins d'emploi spécialisés, comme le bassin historique d'Albert dans la Somme et ses 3 000 salariés, vivent un séisme économique et donc social d'une amplitude inimaginable. Le plan de sauvegarde initié par votre gouvernement a permis de limiter ou de ralentir les effets de cette crise aussi violente qu'imprévisible, mais nous sommes maintenant rentrés dans le dur avec une adaptation des capacités industrielles à la réalité cassée du marché.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser ce bassin de vie s'effondrer, une histoire industrielle s'évaporer et un avenir nous échapper. Les élus, les chefs d'entreprise et les salariés souhaitent que cette force de compétences structurée au fil de dizaines d'années soit toujours opérationnelle quand la reprise attendue en 2023 deviendra réalité et qu'elle devra se décliner industriellement. Personne n'est responsable de la déflagration vécue et de la perte des 1000 emplois dans ce bassin picard, mais si en revanche nous ne maintenons pas en vie le tissu de la supply chain partout en France, le jour où le soleil brillera à nouveau sur l'aéronautique mondiale, cette sous-traitance se fera définitivement dans les pays low cost. Et là, en revanche, nous aurons notre part de responsabilité. Il faut donc courber l'échine et attendre, mais cette résilience et cette volonté de rebondir ne sont possibles qu'avec un concours puissant et sans faille de l'État. Ce brutal effondrement de notre excellence aéronautique doit être, Monsieur le ministre, conjoncturel et non définitif. Les sous-traitants vous le demandent, Monsieur le ministre. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Vous avez la parole. Et monsieur le sénateur Demilly, je veux vous assurer que nous serons aux côtés du bassin picard, aux côtés du département de la Somme, aux côtés du bassin normand, aux côtés du bassin occitan à Toulouse où je serai vendredi, pour soutenir la filière aéronautique et les sous-traitants. La crise touche de manière très inégalitaire les différents secteurs économiques français. Et dans le fond, il y a deux économies aujourd'hui en France. Il y a une économie qui se porte bien, tant mieux, le bâtiment, les travaux publics, l'agroalimentaire se portent bien. Et puis il y a des secteurs qui sont très durement touchés comme ils ne l'ont jamais été dans leur existence économique. C'est le cas de la filière aéronautique. Donc nous avons, avec le Premier ministre, mis en place une stratégie globale qui vise à maintenir l'ensemble du secteur aéronautique qui représente, je le rappelle, près de 400 000 emplois dans notre pays et 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'abord, nous soutenons évidemment le fleuron industriel qui est Airbus. C'est le sens de mon déplacement à Toulouse vendredi. Nous soutenons également l'ensemble des compagnies aériennes, notre compagnie nationale, mais également avec des garanties export, toutes les compagnies étrangères qui ont continué à acheter des Airbus, ce qui fait qu'en 2020, nous avons eu un nombre de ventes d'Airbus de l'ordre de 566. Nous avons réussi à limiter la casse en matière de vente d'Airbus grâce au soutien de l'État. Et s'agissant des sous-traitants, nous avons mis en place, à la demande du président de la République, un fonds d'investissement pour permettre d'occuper les ingénieurs, de les faire travailler sur un certain nombre de projets, de développer des investissements dans l'innovation. Ce fonds de soutien à la filière aéronautique représente 15 milliards d'euros. Le département de la Somme va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de projets industriels concernant la filière aéronautique. Donc vous le voyez, monsieur le sénateur Demilly, c'est une préoccupation absolument prioritaire du gouvernement, maintenir notre filière aéronautique parmi les filières les plus performantes et les plus capables de réussir au XXIe siècle avec le soutien de l'État. Croyez-moi, nous y arriverons et nous les aiderons à passer sur... Vous avez quelques secondes si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, venez nous voir dans le bassin de la Somme pour en parler. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le laboratoire Sanofi a annoncé la suppression de 1000 emplois en France, dont 400 dans la recherche et le développement. Entre 2008 et 2021, Sanofi est passé de 11 à 4 sites en France et on descendra encore à 3 sites. En Val-de-Marne, Madame la Ministre, j'ai connu sous votre gouvernement la fermeture du site d'Alfortville, dédié à la sécurité du médicament, qui s'est traduit par la suppression de 300 emplois. Allez voir ces 300 femmes et ces 300 hommes et leur dire qu'ils ont perdu leur emploi, que ce n'était pas contraint. Allez leur dire, je vous le dis, allez leur dire. Et regardez l'état des chercheurs. À chaque fois, ils ont été écœurés par ces décisions du groupe Sanofi. Ma collègue Laurence Cohen, vous avez interpellé pas plus tard que la semaine dernière pour savoir quelles mesures ce gouvernement comptait prendre pour préserver l'emploi dans ce secteur, alors que nous traversons une épidémie mondiale. Vous nous dites que le vaccin est une prouesse technique. Soit, bien sûr qu'on s'en réjouit. Vous nous dites que la France produit 3 des 6 vaccins validés à l'échelle européenne. Très bien. Mais que faites-vous des centaines de suppressions d'emplois prévues par Sanofi, alors même que l'entreprise a touché près d'1 milliard d'aides publiques en 10 ans et qu'elle a versé 4 milliards d'euros à ses actionnaires? Et quand vous parlez tout à l'heure des 2 milliards, Madame la Ministre, donnez-nous l'assurance que Sanofi va les investir en France
où il va laisser investir en Europe et qu'il touchera quand même les aides publiques? Et qu'allez-vous faire face aux choix stratégiques de Sanofi qui sont en train de rater un rendez-vous sanitaire démocratique? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pascal Salvodelli. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que le secteur de la santé est un secteur prioritaire de notre politique économique et de notre politique industrielle. Je veux redire ici que c'est ce gouvernement et ce président de la République qui a mis en place un comité stratégique des industries de santé, alors que pendant des années, les industries pharmaceutiques n'ont pas été suffisamment soutenues en France et que les productions se sont déplacées en Allemagne notamment et dans d'autres pays. Je vous le redis, ce chiffre, il est frappant. La division par 2 de notre production de produits pharmaceutiques en part de marché mondiale en 10 ans, entre 2005 et 2015. C'est contre cela que nous sommes en train de lutter, Monsieur Salvodelli, que ce soit en termes de R&D ou que ce soit en termes d'industrie. Lorsque vous parlez de Sanofi, j'aimerais qu'on cite les projets de création d'emplois que cette entreprise a pour le vaccin, justement, un site de production à Marcy-l'Étoile. C'est ce gouvernement qui a fait advenir ce projet qui était en compétition avec Singapour. J'aimerais aussi qu'on rappelle, puisque vous l'avez rappelé, que c'est parce que ce gouvernement, avec Olivier Véran, a lancé, et moi-même, un appel à projet en juin pour accompagner le déploiement de nouvelles capacités de production, que nous avons 3 sites qui fabriquent le vaccin avec Recipharm, Delpharm et Fareva. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est l'action déterminée du gouvernement. Et le plan de relance que nous menons avec Bruno Le Maire, avec le Premier ministre et le Président de la République, c'est 35 milliards d'euros consacrés à l'industrie, consacrés à l'innovation, consacrés à la reconquête industrielle. Alors je crois qu'aujourd'hui nous avons les moyens, nous allons avancer pour faire en sorte justement que cette crise ne soit pas une saignée industrielle comme cela a été le cas en 2008, mais que nous puissions rebondir le plus rapidement possible. Monsieur Savoldelli. Madame la ministre, j'ai eu les salariés de Sanofi, les chercheurs. Tout de suite, Sanofi peut organiser la fabrication des vaccins, des autres brevets en France. Demandez à Sanofi de le faire. Ils veulent le faire, ils peuvent le faire maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision stratégique. Pourquoi l'État n'irait pas à des actions privilégiées à Sanofi? Pourquoi avoir refusé le pôle du médicament public pour aller aux côtés du privé, avoir une grande ambition de santé pour la France? C'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande. Faut conclure. C'est pas le Saint-Esprit, c'est d'avoir une ambition pour la France et pour la crise sanitaire. La parole est à notre collègue Jacqueline Eustache-Brignot pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, et à l'initiative du Président de la République, ce qui peut déjà interroger, une partie des membres du CFCM a signé la charte des principes pour l'islam de France qui semble satisfaire le gouvernement. Cette charte soulève de nombreuses interrogations. Madame la ministre, est-il normal que l'État s'invite dans l'organisation d'un culte en lui demandant par écrit de respecter les principes de la République qui s'imposent à tout citoyen, tels que l'égalité homme-femme, la laïcité, la liberté de renoncer à une religion sans être menacé, le respect des orientations sexuelles, l'adhésion à la cohésion nationale? Par ailleurs, Madame la ministre, cette charte n'a pas été rédigée par l'État, mais par le CFCM, ce qui en fait en sorte un règlement intérieur de cette organisation, affaiblissant ainsi totalement la démarche initiale dans laquelle l'État s'est immiscé. Ce document n'a été signé que par 5 fédérations sur 9 composant le CFCM. Ceci pose une vraie question sur la légitimité de cet organisme qui accueille donc en son sein des organisations qui refusent de respecter les lois de la République. On peut d'ailleurs se demander comment la branche musulmane de France a finalement, tardivement, accepté de signer lorsqu'on connaît leur proximité idéologique avec les frères musulmans. Madame la ministre,
Comment va se comporter maintenant l'État face à ces fédérations qui, ostensiblement depuis des années, refusent d'obéir aux lois de la République et d'en respecter les valeurs? Êtes-vous prête à dissoudre ces associations qui aujourd'hui affichent clairement leur opposition à nos principes républicains? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Madame Marlène Schiappa. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Eustache-Brinio, vous le savez, vous l'avez rappelé, la majorité des fédérations qui constituent le Conseil français du culte musulman ont formellement approuvé dimanche soir cette charte des principes pour l'islam de France. Cette charte a ensuite été signée à l'Élysée par 5 fédérations du CFCM, vous l'avez rappelé, et il reste encore quelques jours à celles qui ne l'ont pas encore fait pour rejoindre cette démarche. Cela prouve une volonté forte de l'islam de France de se structurer autour et dans le respect des principes de la République. C'est d'ailleurs, vous le savez, l'objet du projet de loi qui est en train en ce moment même d'être étudié en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Comme l'a exprimé le Président de la République, c'est un engagement clair, net et précis envers la République, un acte fondateur pour l'islam de France. C'est un texte qui non seulement engage les fédérations signataires, mais aussi leurs imams. Il prévoit expressément à travers ces 10 articles que les convictions religieuses ne saurait supplanter les principes qui fondent le droit et la Constitution de la République, que l'égalité femmes-hommes, le rejet de l'instrumentalisation de l'islam et d'autres principes que vous avez mentionnés, ainsi que certaines pratiques coutumières seront parmi les éléments, le rejet de certaines pratiques coutumières seront parmi les éléments centraux de la structuration de cet islam de France. J'observe, Madame la sénatrice, que le Président de la République et son ministre de l'Intérieur ont par là même prouvé qu'ils avaient gagné le pari qu'ils avaient fait pour constituer les premières bases d'un islam en France. Ils l'ont accompagné sans pour autant organiser la structuration de cet islam de France. C'est une ligne de crête, mais je crois que cela sera un premier pas vers l'islam des Lumières en France. Je vous remercie. Madame Eustache-Brinio. Ministre, tout d'abord, vous ne répondez pas à mes questions, parce que ce n'est pas la question. Je vous ai posé des questions précises. Comme d'habitude, vous ne répondez pas. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Vous avez face à vous, êtes-vous prête, Madame la Ministre, à aller plus loin que la com des tweets? Notre pays n'est pas un amalgame de communautés et nous serons toujours là pour vous rappeler que la France est une, indivisible, laïque, mot que vous semblez parfois oublier. Merci. La parole est à notre collègue Franck Montaugé, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le conflit Airbus-Boeing continue de peser très lourdement sur les filières françaises des vins et spiritueux qui en sont des victimes collatérales. En octobre 2019, l'OMC arbitrait une première fois ce contentieux en autorisant les USA à taxer les produits européens à hauteur de près de 7,5 milliards de dollars. Dans la foulée, le président Trump instaurait une taxe de 25% visant notamment les vins tranquilles. En octobre 2020, l'OMC autorisait à l'inverse l'Union européenne à sanctionner les USA pour 4 milliards d'euros. En représailles, fin 2020, M. Trump étendait cette taxe de 25% à tous les vins et aux spiritueux. Elle est appliquée depuis le 12 janvier dernier. Les USA représentent pour la France le premier marché pour les vins et les spiritueux. Entre 2019 et octobre 2020, les importations américaines de vins français surtaxés ont été divisées par 2, représentant une perte de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans mon département du Gers, les vins de Plémont, des Côtes de Gascogne et les eaux-de-vie d'Armagnac sont très pénalisés. Monsieur le ministre, au-delà du fonds de soutien renforcé que vous venez de proposer aux filières viticoles dans le cadre de la crise sanitaire, quels sont vos objectifs, votre stratégie et votre calendrier pour lever les sanctions douanières exorbitantes dont sont victimes les viticulteurs français? L'entrée en fonction aujourd'hui du président Biden ouvre une fenêtre de négociation qu'il ne faut pas rater. Les sanctions sur le vin, l'Armagnac, le cognac doivent être à l'ordre du jour des premiers échanges entre le président de la République et son homologue américain. Le seront-elles? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Montaugé, je partage totalement votre appréciation. Les viticulteurs français n'ont pas à être les victimes collatérales du conflit commercial entre Airbus et Boeing.
Ils sont aujourd'hui pris en otage dans ce conflit pour lequel ils ne sont absolument pas responsables, avec des taxes à 25%, vous l'avez rappelé. Nous avons pris, à la demande du Premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, un certain nombre de mesures immédiates pour les soutenir financièrement. Aide au stockage, aide à la distillation de crise, exonération de charges sociales et la dernière mesure que nous venons de prendre, qui est l'ouverture pour tous les viticulteurs au fonds de solidarité dès lors qu'ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires à hauteur de 200 000 €, alors que je le rappelle, dans le dispositif précédent, ils n'avaient droit qu'à 10 000 € par mois. Ils auront droit jusqu'à 200 000 € par mois. Ils seront également éligibles, je le rappelle, à la prise en charge des coûts fixes à hauteur de 3 millions d'euros. Donc je pense que nous leur apportons aujourd'hui un dispositif de soutien franc, massif et immédiatement à leur disposition. Nous avons fait également avec Julien Denormandie un certain nombre de démarches auprès de la Commission européenne. J'ai eu hier la commissaire Margrethe Vestager au téléphone pour lui rappeler que nous attendions la mise en place de la part de l'Union européenne, dans les meilleurs délais, d'un fonds de compensation. Quand les choses vont mal pour les agriculteurs français, pour les viticulteurs, pour les responsables de la distillation dont vous avez parlé, il est légitime et il est nécessaire que la Commission européenne vienne au secours des viticulteurs français et mette en place sans délai ce fonds de compensation pour les soutenir. Ensuite, la vraie solution, vous l'avez dit, c'est d'aller le plus rapidement possible à Washington. Et je m'engage à le faire avec Franck Riester et bien entendu avec l'accord du Premier ministre et du Président de la République pour négocier avec les nouvelles autorités américaines, avec l'administration américaine, la levée de ces sanctions sur les viticulteurs. Il faut que nous sortions de cette guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe qui ne fait qu'un seul vainqueur, la Chine. Nous sommes alliés, nous devons sortir de ces sanctions et retrouver la voie d'un commerce équitable entre nos deux continents. Monsieur Montaugé. L'enjeu fondamental dans la durée, Monsieur le ministre, c'est de préserver, de ne pas perdre définitivement les marchés et les clients qui avaient été conquis, séduits au fil des décennies avec beaucoup de patience et de talent. Il faut aller très vite si nous ne voulons pas que la France et le peuple des vignerons en fassent définitivement les frais alors qu'ils n'y sont pour rien. Le président de la République doit normaliser très vite les relations commerciales entre la France et les États-Unis. Merci. La parole est au président Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, avant de commencer mon propos, je souhaiterais présenter mes condoléances au nom de mon groupe à tous les marins-pêcheurs les familles des marins-pêcheurs qui sont décédés en Manche il y a quelques jours et je m'associe au deuil de la communauté maritime. Madame la Ministre, nous sommes le 20 janvier et nos pêcheurs en Manche se morfondent car ils n'ont toujours pas de licence pour travailler dans la zone fatidique des 6-12 000. Les bateaux sont à quai pour la plupart et ceux qui sortent se partagent nos eaux dans lesquelles, selon leur dire, on peut déjà craindre la surpêche. Que se passe-t-il alors que le Premier ministre à Boulogne-sur-Mer, le 3 décembre, avait promis aux marins-pêcheurs de France et des Hauts-de-France la garantie de la poursuite de leur activité dans les meilleures conditions possibles après le Brexit? Que se passe-t-il alors que votre collègue Clément Beaune, ici présent, m'appelait le 24 décembre dans la soirée pour me dire qu'un accord était trouvé et que l'accès aux eaux anglaises était préservé pour nos marins-pêcheurs? Que se passe-t-il alors qu'Olivier Dussopt et Clément Beaune, en déplacement dans les Hauts-de-France maritimes, le 1er janvier, annonçaient l'arrivée imminente des licences pour les navires habilités à pêcher dans cette zone essentielle, soit le 3 janvier. J'ai lu, Madame la Ministre, que vous ne souhaitiez pas que la pression monte. Mais mes derniers contacts très récents, encore ce matin, avec les représentants des marins-pêcheurs, me font penser qu'il faut la faire redescendre. Alors éclairez-nous, Madame la Ministre. Répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Mer, Madame Girardin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-François Rapin, l'accord obtenu sur la pêche est un compromis raisonnable. C'est comme ça qu'il faut le définir. Alors bien entendu, dans sa mise en œuvre, et vous avez raison, il peut poser quelques problèmes. Mais rappelons-nous quand même de quoi il s'agit. Il s'agissait quand même d'une volonté du Royaume-Uni de nous réclamer 100% des quotas que nous pêchions chez eux. Eh bien, nous en avons rendu que 25. Il s'agissait aussi de nous mettre dehors de l'ensemble de leurs zones et leurs accès. Eh bien, nous avons préservé l'ensemble de ces accès. Alors, l'ensemble de ces accès, ils sont dans certains cas conditionnés. On parle de 3 zones, je crois que c'est important qu'on les rappelle. La première,
première, c'est la ZEE, accès à la ZEE. La deuxième, c'est l'accès aux 6-12 000 du Royaume-Uni. Et la troisième, Jersey et Guernesey, qui concerne moi, monsieur le sénateur, les Hauts-de-France. Sur le premier point, sur celui de la ZEE, mes collègues ont raison. Depuis maintenant le 31 décembre, les autorisations de pêche ont été données à tous les pêcheurs, aux 1400 navires britanniques et aux 1100 navires du Royaume-Uni. Cette date des licences provisoires se termine dans quelques jours, mais je viens d'apprendre ce matin par le commissaire lui-même qu'il y a une prolongation de 3 semaines. Sur les 6-12 000, nous avons communiqué à la Commission une liste des bateaux pouvant pêcher dans ces 6-12 000, c'est-à-dire qui pouvaient démontrer leur antériorité. Eh bien, ces 172 navires sont validés, c'est ce que m'a dit ce matin la Commission, et il reste 23 navires qui, eux, sont encore étudiés. C'est la catégorie de remplacement direct, ça veut dire des bateaux qui ont quelque part pêché à la place de ceux à qui on avait demandé une antériorité. Alors oui, il y a bien entendu encore des difficultés. Ce matin, avec le commissaire, avec Michel Barnier, avec l'ensemble des pays pêcheurs de l'Europe, nous avons fait un point. Les choses avancent insuffisamment vite, je l'ai dit, mais pour lutter contre la rumeur des quais, il faut être transparent et rencontrer régulièrement les professionnels. Je les aurai demain matin au Comité national des pêches pour leur donner les mêmes informations que je vous donne là, puisque les réunions étaient ce matin avec le commissaire. Et je serai également lundi en visio au Conseil de l'agriculture et de la pêche, puisque nous évoquerons aussi les quotas, tout aussi importants pour nos marins pêcheurs. Soyez rassurés d'une chose, nous sommes sur les quais aux côtés des marins pêcheurs. Et comme l'avait demandé le Premier ministre, il y a aussi le plan d'accompagnement. Monsieur Rapin, Monsieur le Président. Madame la ministre, je n'ai pas de doute sur votre volonté d'aboutir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut des échéances et des échéances fixes qui soient fixées à nos marins pêcheurs, parce qu'aujourd'hui, un marin pêcheur qui ne travaille pas, qui ne pêche pas, il ne gagne pas d'argent. Donc c'est un vrai drame qui est en train de se produire, surtout dans la zone que vous avez définie. Donc, Madame la ministre, j'insiste encore vraiment et volontairement pour que ça aille au plus vite pour que ces gens retrouvent une vie sereine, parce que, avouons-le, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne sont pas sereins. Merci. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Un nouveau protocole sanitaire renforcé concernant la restauration scolaire, devant entrer en vigueur au plus tard lundi 25 janvier, vient d'être adressé aux collectivités. En l'état, celui-ci impose l'interdiction du brassage d'élèves entre classes dans le premier degré, ce qui concrètement induit qu'il n'y aura plus possibilité de réunir plusieurs classes dans un même espace de restauration. De façon pragmatique, vous avez bien conscience, Monsieur le ministre, qu'il est inconcevable pour les collectivités de pouvoir les mettre effectivement en action. Afin d'étayer mon propos, je prendrai à titre d'exemple une communauté de communes de mon département qui est largement représentative. La Comcom du canton d'Erstein, au sein de ses 28 communes membres, qui représentent 48 000 habitants, accueille 1 500 enfants issus des établissements scolaires du territoire, avec 23 points de restauration. À raison de 20 minutes pour déjeuner, il faudrait pour le bourg-centre, qui accueille sur un site 24 classes issues de 6 bâtiments scolaires, 8 heures afin de pouvoir faire manger l'ensemble des élèves, et 4 heures en appliquant le dernier recours, à savoir 50% de repas emportés et 50% de repas chauds. Tout ceci en appliquant une surveillance dans les classes. Comment faire? Ce n'est pas sérieux. Dans la même logique, quid de l'ALSH des mercredis, des périscolaires du soir, quid également des ALSH pour les prochaines vacances, les inscriptions étant réalisées bien en amont. Nous attendons en urgence sur tous ces points des réponses claires, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern. La question des cantines scolaires est une des questions très importantes de la gestion de la crise sanitaire que nous avons à faire. C'est une question que nous prenons très au sérieux depuis le premier déconfinement, celui du mois de mai. Vous vous souvenez qu'il y avait dès ce moment-là un protocole très strict qui n'était pas facile à suivre, mais nous avons vu à quel point il était bénéfique pour créer des réflexes dans l'ensemble de notre système. Et nous l'avons fait toujours en partenariat avec les collectivités locales. Comme vous l'avez rappelé, nous nous sommes donné 10 jours d'adaptation, donc c'est au 25 janvier que cela s'applique. Et comme à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la foire aux questions sur le site internet du ministère, qui permet d'avoir des réponses concrètes aux questions du type de celles que vous avez posées.
La solution de facilité serait de dire qu'il n'y a plus cantine scolaire. Parce qu'en effet, le moment où l'on prend les repas est un moment de fragilité du point de vue de la gestion que nous devons avoir de la crise sanitaire. Pour autant, nous avons pensé qu'il fallait le maintenir parce que l'enjeu social, l'enjeu aussi d'alimentation équilibrée est essentiel pour les enfants. Et nous savons qu'il fallait le maintenir. Et pour cela, il faut en effet des mesures strictes. Elles ne font plaisir à personne, mais elles sont le mal nécessaire pour arriver à atteindre cet objectif. Alors il y a par exemple le non-brassage des élèves à l'école primaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de votre question, mais bien entendu qu'il y a des manières de régler le sujet, et pas forcément en étalant sur 4 heures la restauration scolaire. Chaque cas est un cas particulier. Là, il s'agit surtout de faire déjeuner une même classe tous les jours, ensemble, de façon à réduire les brassages d'élèves à l'école primaire. Sans rentrer dans les autres détails, chacun peut voir sur le site internet du ministère l'ensemble des mesures que nous avons prises. Et dans un esprit de partenariat, chaque inspecteur de l'éducation nationale travaille actuellement avec chaque collectivité, puisque c'est une responsabilité des collectivités, pour pouvoir s'adapter. Parfois, ça consiste aussi à aller dans un autre local. Parfois, ça consiste à étaler l'arrivée des enfants, mais à chaque fois dans un esprit de responsabilité et constructif, de réussir quelque chose que peu de pays réussissent, et nous devons être fiers collectivement de cela, c'est-à-dire maintenir l'école ouverte pendant toute cette période, au bénéfice de nos enfants, avec le service de la cantine, qui est parfois le seul moment où les enfants mangent de façon équilibrée. Donc c'est un objectif, je crois, que nous pouvons tous partager, et nous pouvons être fiers de l'éducation nationale et des collectivités locales qui réussissent cela ensemble aujourd'hui. Merci. Monsieur Kern. Oui, monsieur le ministre, merci de votre réponse, mais sachez que les collectivités aujourd'hui ne sont plus en mesure de créer de nouvelles adaptations, et elles arrivent aux limites. Sans une révision de ce nouveau protocole, on met en jeu l'ensemble des restaurations scolaires et on va arriver à les fermer malheureusement. Comme vous dites, c'est nécessaire aujourd'hui et ça va à l'encontre de la volonté des acteurs de maintenir ce service public indispensable. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Laurent pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Économie, mais aussi Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous pose une question qui a déjà été évoquée tout à l'heure sur les conséquences des sanctions américaines sur la filière viticole dans le cadre d'un contentieux qui est totalement étranger à cette filière. Octobre 2019, application d'une taxe de 25% sur les vins liés aux contentions Airbus. Octobre 2020, l'Union européenne peut appliquer des sanctions d'un montant de 4 milliards d'euros dans le cadre du contentieux Boeing. Décembre 2020, nouvelles sanctions américaines sur les vins et spiritueux. Quand allez-vous mettre fin à cette mauvaise série américaine consternante ? Nous vous avions alerté sur les vives préoccupations de la filière quant au risque de crispation des Américains suite à la décision de l'OMC, insistant sur la nécessité de trouver un équilibre dans le rapport de force afin qu'il ne la pénalise pas. M. Joe Biden sera investi à la présidence des États-Unis ce jour. Aussi, nous vous demandons instamment d'engager des discussions avec vos homologues afin de trouver un accord pour mettre fin à ces taxes dévastatrices pour la viticulture française. Sur les aides économiques, les viticulteurs pourront bénéficier d'aides conjoncturelles. Quelles seront les aides au coût fixe et seront-elles rétroactives ? Toute la filière sera-t-elle accompagnée ? La coupe est pleine, Monsieur le ministre, et ne me répondez surtout pas que l'Europe va aider la filière, vous l'avez déjà dit tellement de fois, sachant qu'elle ne souhaite pas en faire plus. La France compte 3 grandes filières d'excellence, l'aéronautique, le luxe, les vins et spiritueux. Eh bien, faites en sorte que les vins et spiritueux demeurent dans ce trio indispensable à notre balance commerciale et à l'emploi dans nos territoires. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Daniel Laurent, aujourd'hui, et on ne peut être plus clair, toute la filière vitivinicole est une victime collatérale de décisions américaines prises par l'administration du président Trump, avec tout ce que cette administration, en termes de décisions prises ces dernières années, avait d'incertitudes, parfois d'incohérences, et surtout de non-respect d'un certain nombre d'engagements mutuels qui avaient pu être pris dans le cadre des négociations que nous avions avec eux. Dit autrement, tout ce qui a pénalisé et pénalise aujourd'hui cette filière vitivinicole fait suite
à ces décisions américaines et face auxquelles il nous fallait agir, c'est ce qu'a fait l'Europe notamment, mais agir sans aucune naïveté, c'est-à-dire qu'à la fois montrer une fermeté. On ne pouvait laisser sans réponse ces décisions unilatérales prises par l'administration américaine, tout en travaillant, et c'est ce que nous nous employons dès aujourd'hui à faire avec l'administration Biden, à une désescalade dans la discussion pour faire en sorte qu'on revienne à un système où nous ne sommes plus dans la guerre commerciale, mais dans le vrai partenariat entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et il faut avancer avec la nouvelle administration Biden, mais il faudra aussi avancer, monsieur le sénateur, mais je sais que vous le savez, sans aucune naïveté non plus vis-à-vis de cette nouvelle administration, avec la même exigence dans la discussion, avec la même fermeté, mais avec la même volonté, et j'insiste dessus, de désescalade. En parallèle de ça, notre rôle, notre responsabilité au gouvernement est d'aider pleinement et fortement la filière du vin, je pense à cette belle filière du cognac que vous connaissez si bien et qui est ô combien impactée aujourd'hui, avec un ensemble d'aides, des aides au stockage, d'exonération de charges, les nouvelles aides au titre du Fonds de solidarité, des aides de compétitivité, mais il nous faut rester sur ces parts de marché américaines et donc avoir cette désescalade. Nous nous y employons. Vous voyez, nous sommes sur tous les fronts, monsieur le sénateur. Merci, monsieur Laurent. Oui, monsieur le ministre, les aides sont indispensables, mais ce qu'il l'est plus, c'est de permettre aux viticulteurs, négociants, exportateurs de conserver leur marché et vivre de leur travail en supprimant ces taxes et surtout en n'en créant pas d'autres sur notre territoire. Monsieur le ministre, plus de promesses non tenues. Nous attendons des actes et du courage politique. Merci. La parole est à notre collègue Isabelle Briquet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors que certains doutaient de la volonté de nos concitoyens de se faire vacciner, ceux-ci sont chaque jour plus nombreux à souhaiter l'être. C'est une très bonne chose. Toutefois, après 3 semaines de campagne vaccinale, à peine 600 000 personnes sont vaccinées et seulement 800 centres de vaccination sont déployés sur tout notre territoire. Après les masques, les tests, s'agit-il d'un raté de plus dans la gestion de cette crise sanitaire qui, reconnaissons-le, n'en finit pas? Les élus locaux sont une première fois en première ligne pour faire face aux attentes de nos concitoyens. Alors qu'ils font tout leur possible pour rendre la vaccination accessible à l'échelle des territoires, particulièrement des territoires ruraux, près de 2000 collectivités attendent encore une validation administrative pour l'ouverture d'un centre de vaccination. Dans mon département, la Haute-Vienne, qui compte plus de 370 000 habitants, il n'y a à ce jour, malgré les soutiens logistiques du conseil départemental et des communes, que 7 centres de vaccination. Pour une personne qui aujourd'hui, en Haute-Vienne comme ailleurs, souhaite prendre un rendez-vous pour se faire vacciner, c'est vraiment le parcours du combattant. La démarche aboutit rarement. De plus, au vu des commandes passées, la montée en puissance vaccinale ne sera pas possible compte tenu de la nécessaire 2e injection. Serait-ce à dire alors qu'il n'y a pas assez de vaccins? Monsieur le ministre, vous le voyez, nous sommes loin du compte. Alors de quelle manière comptez-vous réellement faciliter, amplifier et accélérer la stratégie vaccinale? Nous attendons de vous non plus des paroles, mais des mesures concrètes. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État, Adrien Taquet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison et je pense que le gouvernement l'a dit dès le départ. La stratégie vaccinale, le rythme de la vaccination de nos concitoyens, dont je vous rappelle qu'elle a été déterminée sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé au regard de la vulnérabilité au virus des différentes populations, d'où une campagne initiée auprès de nos concitoyens qui résident dans les EHPAD et depuis lundi dernier auprès de nos concitoyens de plus de 75 ans ou ayant une pathologie lourde, dépend effectivement du flux de doses disponibles. Le gouvernement l'a dit dès le départ et c'est sur cette base-là, effectivement, je le redis et sans aucune polémique, qu'ont été transmises aux autorités locales, différentes d'ailleurs aussi de l'État, du nombre de doses disponibles par territoire, par commune, par centre. Vous avez raison de le rappeler, 56% de nos concitoyens aujourd'hui veulent se faire vacciner.
Et on pourrait dire effectivement que la vaccination est victime de son succès et nous devons collectivement nous en réjouir. C'est 14% de plus qu'à la fin du mois de décembre. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, 585 000 de nos concitoyens ont été vaccinés, 100 000 pour la seule journée d'hier. Il y a 2 millions de rendez-vous qui sont d'ores et déjà pris et avec une visibilité sur les 4 prochaines semaines. Et régulièrement, dès que des nouveaux stocks de vaccins arrivent, comme ça a été le cas récemment, les différentes autorités partagent avec les élus et avec les autorités déconcentrées les doses disponibles afin que nos concitoyens puissent prendre rendez-vous et se faire vacciner. Et oui, vous avez raison. Il est compliqué parfois. Madame la sénatrice, tout à l'heure, donnait l'exemple de sa mère. Ma propre mère, qui a plus de 80 ans, a été elle aussi confrontée à ces difficultés-là. Et c'est son fils qui est venu l'aider pour pouvoir prendre rendez-vous. Je crois que depuis quelques jours, les choses se remettent en ordre de marche. L'intensité de la vaccination de nos concitoyens augmente et vous verrez que dans les jours et les semaines qui viennent, jusqu'à la fin du mois de juin, la population, les 6 millions de nos concitoyens qui ont plus de 75 ans ou qui figurent parmi les plus vulnérables seront vaccinés comme nous vous l'avions annoncé. Madame Briquet. Vous le reconnaissez, Monsieur le ministre, il y a donc bien souci et gros souci. Le vaccin est notre principale arme contre la Covid et il est urgent de sortir de cette crise sanitaire. Quand allez-vous vraiment, Monsieur le ministre, travailler avec les élus locaux pour mettre en place des solutions pratiques et réellement efficaces dans le cadre de cette vaccination ? Les élus sont prêts à prendre toute leur part, mais ils ne peuvent pallier toutes les carences de l'État central. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Laurent Burgoa pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe Vivette Lopez s'adresse au ministre de l'Intérieur. Avant toute chose, je souhaite manifester ici mon soutien à Monsieur le maire de La Salle, Henri Delatour, lâchement agressé sur le marché de sa commune par un individu refusant le port du masque. Il a tout mon soutien, tout notre soutien. Monsieur le ministre, ce sont tous les piliers de la République qui sont attaqués. Vendredi dernier, un père de famille a agressé le directeur et une institutrice d'une école nîmoise. L'homme est reparti en leur promettant un sort pire que celui de Samuel Paty. Eux aussi ont tout mon soutien, tout notre soutien. Un certain nombre de professeurs ne souhaitent plus exercer dans ce quartier du chemin Mat d'Avignon. Le 4 décembre dernier, lors de la pause déjeuner, 2 hommes fuyant la police se sont introduits dans la cour d'une école élémentaire. Le 15 juin, après la mort d'un homme à proximité de cette même école, l'établissement avait été délocalisé pour que les enfants puissent terminer l'année en toute quiétude. Rendez-vous compte, nous délocalisons les écoles, nous reculons. De nombreuses familles ont choisi de ne plus scolariser leurs enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 9 responsables d'établissement dans une lettre ouverte au président de la République. Cette dernière est glaçante. Règlement de compte en plein jour, occupation de bâtiments scolaires, menaces. Il ne s'agit pas d'un fait divers, il s'agit de leur quotidien. Vous avez la responsabilité de protéger ces élèves dans ce qui devrait être un sanctuaire républicain, l'école, dans tous nos territoires. Monsieur le ministre, le 23 septembre dernier, lors d'un entretien avec le maire de Nîmes, vous aviez annoncé l'affectation de 13 policiers supplémentaires à travers un plan national. Nous l'attendons toujours. Aujourd'hui, autrement que par des coups de com' épisodiques comme celui de la semaine dernière, je souhaite connaître votre stratégie afin de protéger concrètement et durablement ces écoles. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Madame Schiappa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord, je souhaite, si vous le permettez, associer le gouvernement de Jean Castex au message de soutien que vous avez adressé à ce maire comme à tous les élus qui quotidiennement subissent ces agressions, ces attaques et ces mises en cause. Et c'est justement pour les protéger que le gouvernement prend un certain nombre de dispositions. Je voudrais citer par exemple les débats qui ont lieu en ce moment à la commission spéciale pour le projet de loi confortant les principes de la République, avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui sont en train de débattre des mesures pour protéger ceux dont la vie est mise en danger, menacée notamment par l'usage de messages sur les réseaux sociaux.
Maintenant, pour vous répondre concrètement sur les affectations sur le terrain, je voudrais vous dire que depuis 2018, au plus près des Français, la police de la sécurité du quotidien se déploie, vous le savez, dans les territoires. C'est l'objet particulièrement de 55 quartiers de reconquête républicaine mis en place aujourd'hui, qui seront 60 à la fin du quinquennat. C'est l'objet également des 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes qui auront été créés d'ici 2022 avec le plan de recrutement et de formation inédit mis en place et les moyens de France Relance avec l'engagement du ministre Bruno Le Maire et le renouvellement du quart du parc automobile de nos forces de sécurité dans le cadre de ce plan décidé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je tiens aussi à souligner ici la hausse des crédits de la mission sécurité du projet de loi de finances 2021 qui ont été augmentés, approuvés ici dans cette Assemblée et je vous en remercie de nouveau. La lutte contre le narcobanditisme et contre les faits que vous évoquez, ça fait partie des éléments clés et conformément aux annonces du ministre de l'Intérieur, dans le Gard, une unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine, dotée au 1er octobre 2020 de 10 fonctionnaires, a été mise en place. Au cours de l'année 2020, ce sont plus de 350 opérations qui ont été menées et nous déployons de plus un continuum de sécurité globale avec à Nîmes les 4 groupes de partenariat opérationnels implantés dans les 4 secteurs de circonscription de sécurité publique, dont un dans le quartier de reconquête républicaine de Pissevin, qui ont organisé 62 réunions opérationnelles depuis la mise en place de ce dispositif. Enfin, je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, s'agissant du quartier du Chemin Bas d'Avignon, que vous évoquiez depuis la semaine dernière, la circonscription de sécurité publique de Nîmes a reçu l'appui d'une compagnie de sécurité républicaine de 60 policiers. Et nous pérennisons avec le ministre de l'Intérieur ce dispositif avec une relève à compter de demain et au moins jusqu'au 24 janvier. Vous le voyez, monsieur le sénateur, tout le gouvernement mobilisé pour la sécurité de tous les Français et particulièrement du Gard. C'est la vérité, cela s'accompagne de moyens et de choses concrètes, pas uniquement de communication, comme vous l'avez dit. La parole est à notre collègue Christina Pluchet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce sont mes contacts récents avec de nombreux étudiants qui alimentent ma question aujourd'hui. Cela fait plus de 10 mois que nos étudiants sont contraints à l'enseignement à distance et à l'isolement qui impacte leur morale, les plonge dans une immense détresse psychologique qui peut conduire au drame de ces derniers jours. Nos étudiants décrochent. Des signes inquiétants de paupérisation apparaissent en raison de la disparition des jobs étudiants. Certains sont contraints d'abandonner leur cursus et d'autres, contraints de rentrer chez eux, n'ont même pas d'accès numérique suffisant pour suivre leurs cours. Madame la ministre, faisons-leur confiance. Les jeunes sont prêts aux efforts nécessaires, au respect des protocoles sanitaires pour retrouver les bancs d'université. Écoliers, collégiens, lycéens, BTS et classes prépa peuvent aller en cours. Les études et une injustice mal vécue. Le présentiel en demi-groupe prévu à compter du 25 janvier pour les premières années doit être étendu à l'ensemble des étudiants, de manière imminente. Il en va de la santé psychologique d'une génération, de sa capacité à se projeter dans l'avenir et de son insertion professionnelle. Ce que vous avez annoncé jeudi dernier pour répondre à la détresse étudiante est inapproprié. Ce n'est pas seulement de psychologues dont ont besoin les étudiants, mais c'est surtout d'aller en cours. La situation sanitaire, et nous le comprenons tous, ne permet pas un retour à la normale à l'université. Mais il est temps de renouer un lien réel et non virtuel avec les étudiants. De nombreux présidents d'université sont prêts à accueillir tous les étudiants par petits groupes. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'écouter ces présidents d'université qui, mieux quiconque, sont en mesure d'évaluer la détresse de leurs étudiants et demandent un cap clair et des mesures pérennes? D'ouvrir les yeux sur la vie très difficile que vivent aujourd'hui beaucoup de nos jeunes et enfin, de mettre un terme à l'isolement et aux difficultés pédagogiques qu'ils subissent. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je choisis de vous répondre directement tant le sujet que vous évoquez, évidemment, est un sujet grave et important qui mobilise le gouvernement. En commençant, je voudrais quand même vous rappeler que si nous en sommes là, une fois encore, comme vous le fîtes pour les commerces, les lieux culturels, etc., c'est parce que, voyez-vous, il y a un virus qui circule et une crise sanitaire. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui,
Eh oui, c'est ce virus qui est la cause de toutes les difficultés que nous rencontrons et qui nécessite une approche solidaire. Je rappelle au Sénat qu'hier, nous comptions 70 686 morts, plus de 2800 personnes en réanimation, que l'incidence en moyenne sur 7 jours est près de 19 000 cas, et que tout ceci, mesdames et messieurs les sénateurs, alors que dans tous les pays qui nous entourent, l'enseignement dans les universités se fait aussi en distanciel, appelle pour le moins une vision raisonnable et raisonnée de la situation. Oui, il y a évidemment des conséquences, parfois dramatiques, vous avez parfaitement raison, Madame la sénatrice, des conséquences de la circulation du virus. Pour autant, comme je le souhaiterais, comme vous toutes et tous ici, on ne peut pas donner satisfaction à toutes les demandes. Vous avez raison de le dire, la France, le ministre de l'Éducation nationale l'a rappelé, a fait le choix, avec, je l'ai observé, l'accord du Sénat, de tenir le plus possible sur l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées. Malheureusement, la situation sanitaire ne permet pas de le faire pour l'enseignement supérieur. Je dis malheureusement, mais nous devons être responsables. Nous avons, après avoir conduit avec la ministre de l'Enseignement supérieur des concertations avec ce qu'on appelle la communauté universitaire, relâché autant que faire se peut et que le tolère la situation sanitaire, les conditions d'accès à présentiel des étudiants à l'université, et vous avez d'ailleurs bien voulu le rappeler. Mais je ne saurais, comme vous l'avez fait de manière péremptoire, dire « il faut aller au-delà ». On ne peut pas dire ça, Madame la sénatrice, croyez-moi. Et d'ailleurs, les autres pays ne le font pas, ce qui au moins devrait tous nous inciter à la modestie et à la réflexion. Alors évidemment, comme dans tous les secteurs où nous devons prendre des mesures que la situation sanitaire exige, nous avons le devoir d'accompagner ces situations parfois difficiles. Nous l'avons fait sur le plan pécuniaire, nous l'avons fait sur le plan de l'emploi, nous le faisons sur le terrain de l'accompagnement psychologique. Et nous renforcerons encore, si nécessaire, cet accompagnement. Notre objectif est de gérer de la façon la plus proportionnée, la plus appropriée, cette crise extrêmement difficile, alors même, mais ça ne nous a pas échappé, Madame la sénatrice, que de nouvelles évolutions virales, loin de nous conduire dans la direction que vous proposez, nous conduisent aussi à la plus grande prudence dans l'intérêt même des étudiants et de la population. Voyez où nous étions, Madame la sénatrice, je le dis au Sénat, avant que nous reconfinions, on avait 50 000 contaminations par jour, fin octobre, vous le savez. J'ai pris des mesures difficiles. Par exemple, j'ai fermé les commerces. Que n'ai-je entendu ici? Eh bien, un mois après, quand on les a ouverts, on était retombé à 15 000 contaminations par jour. Et depuis, nous plafonnons et même nous avons un peu réaugmenté. Nous devons donc calmement expliquer à nos concitoyens, aux étudiants, pourquoi nous devons prendre ces mesures difficiles. Pourquoi nous devons prendre ces mesures difficiles. Et nous invectiver ici ne fera pas progresser d'un iota leur situation. Je vous le dis très calmement, mais très fermement. La cause des étudiants et plus généralement de la jeunesse nous réunit à toutes et à tous, préoccupe considérablement le gouvernement. Nous agissons, nous allons continuer à agir, je vous le dis ici, mais nous devons le faire de manière extrêmement responsable et raisonnable. Je vous remercie. Merci. En saluant mes collègues qui sont dans les tribunes, car nous sommes nombreux, je vais donner la parole à Monsieur Masson, sénateur non inscrit, pour la dernière question.
Voilà, ça y est. Monsieur le ministre, les grands hôpitaux publics ont le statut de CHU, mais un statut plus restrictif de CHR concerne 2 hôpitaux en France, ceux d'Orléans et de Metz-Thionville. Or, pour affecter des équipements de pointe ou répartir des investissements, on constate que l'ARS du Grand Est privilégie systématiquement les CHU de la région par rapport à l'unique CHR de Metz-Thionville. Ainsi, lors de la première phase de l'épidémie de Covid, le CHR de Metz-Thionville a obtenu 2 fois moins de crédits que les différents CHU, et notamment que le CHU de Nancy, alors même que l'épidémie de Covid était beaucoup plus aiguë en Moselle que dans le département voisin. Ces derniers jours, des personnes âgées de plus de 80 ans de la région Messine, voulant se faire vacciner contre le Covid, ont été orientées vers le CHU du département voisin, sous prétexte que la dotation de vaccins avait été moins importante en Moselle que dans ce département voisin. Or, la Moselle est pourtant de très loin le département le plus peuplé de l'ancienne région Lorraine, et les Mosellans doivent pouvoir être soignés dans de bonnes conditions sans supporter les conséquences des discriminations dont le CHR de Metz-Thionville est l'objet. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le maintien de 2 hôpitaux français et de 2 hôpitaux seulement dans le statut hybride de CHR n'a pas de sens? Il faut se décider, monsieur le ministre, à fusionner le statut de CHR avec celui de CHU en affectant dès lors aux 2 CHR d'Orléans et de Metz-Thionville les équipements de pointe, le personnel et les investissements dont ils ont besoin, et cela dans une stricte égalité avec les CHU de leur région. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État Adrien Taquet. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, en toute honnêteté, je ne maîtrise pas suffisamment la situation du CHR et des CHU de votre département, de votre région. J'imagine que le maintien des différents statuts s'inscrit notamment dans la réflexion que nous avons initiée autour des groupements hospitaliers territoriaux, mais je m'engage à regarder cette question plus précisément avec vous quand vous le souhaitez. Vous rassurez néanmoins sur le fait que, évidemment, je me permets de le redire, la stratégie vaccinale que nous menons se fait en toute transparence et sans la moindre discrimination, évidemment, entre les territoires ou entre les différentes populations. Le nombre de doses qui ont été affectées aux différents territoires, aux différents centres, qu'il s'agisse des centres pivots ou des centres dans les communes, est basé sur des critères démographiques en fonction de la population, et notamment des populations prioritaires, qu'il s'agisse des personnels résidant dans les EHPAD, des soignants qui sont au contact de ces personnes vulnérables, et depuis lundi, de nos concitoyens qui ont plus de 75 ans ou porteurs de maladies et de pathologies lourdes. Voilà les principes qui animent. Une fois encore, en toute transparence, dès que de nouvelles doses arrivent, les autorités locales, qu'elles soient de la santé, les agences régionales de santé, les préfets, les communes, les départements, sont tenus au courant du nombre de doses. Nous avons demandé aux préfets et aux agences régionales de santé de pouvoir affiner au plus près des doses de vaccins que nous recevons les ouvertures de centres de vaccination. Je rappelle qu'il y a 800 centres aujourd'hui qui sont vaccinés, que 350 devraient pouvoir être ouverts également dans les semaines à venir, en fonction, Madame la sénatrice, du nombre de doses dont nous disposons, puisque oui, il est vrai, le déploiement de cette stratégie vaccinale repose sur le nombre de doses dont nous disposons. Voilà, monsieur le sénateur, vous rassurer sur l'absence évidente de discrimination dans l'élaboration et dans le déploiement de cette stratégie vaccinale, qu'elle soit en direction des territoires ou des populations. Sur la question plus précise concernant le CHR, je vous propose qu'en dehors de cet hémicycle, nous puissions en reparler. Bien, monsieur le Premier ministre, non, vous n'avez plus de temps. Mesdames et messieurs les ministres, merci, mes chers collègues. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le 27 janvier à 15h. La séance va être suspendue. Elle sera reprise à 16h45.